Donc, suite à l'exposition qu'a organisée le musée sur les arts anciens du Mali, entre autres, et de Malik Sidibé, on se dit, tiens, ce serait intéressant de faire une sorte de panorama et un catalogue sur les objets du Mali, du musée, qui n'avaient jamais été publiés en tant que tels. Alors, Laurence m'a demandé d'écrire un texte sur les arts anciens du Mali, et évidemment, moi, c'est une de mes grandes passions. Ma thèse de doctorat que j'ai fait aux États-Unis en 87 était sur les objets en terre cuite du Mali, ce qu'on appelait à l'époque les styles Djenné, que moi j'ai renommé Djenné Djenno, je vous expliquerai pourquoi dans une minute. Pardon. Et donc, le Mali est une des régions les plus fascinantes de l'Afrique noire, parce que c'est une des régions où on peut avoir une chronologie profonde, une chronologie longue, sur la base de datations scientifiquement solides. Et par rapport à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Sud, le Mali, avec le Nigeria évidemment, est un des deux pays exemplaires où on peut remonter sur plus de 1000 ans de sculpture. Et moi, je suis historien de l'art de formation, donc j'ai un doctorat en histoire de l'art de l'Université de Yale. J'avais fait une licence à Louvain, aussi en archéologie, histoire de l'art. Et donc, l'histoire de l'art, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas l'anthropologie, que je trouve très utile, ni l'archéologie que j'ai étudiée quand j'étais à Louvain, mais c'est l'histoire de l'art. Donc, l'art du Mali était, à l'époque, un sujet qui était inconnu, et j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai fait une première exposition avec des objets de la collection de mon père. On dit que j'ai baigné avec l'art africain depuis que j'avais 15 ans. Donc en 1980, à Louvain-la-Neuve. Et donc c'était le début de ma passion pour les arts anciens du Mali. Alors vous avez là, la première photo, c'est ce qu'on appelle, pour le titre de ma petite conférence de ce soir, la statuaire millénaire Soninké et Djenné Djenno. Alors qu'est-ce que c'est que Djenné Djenno? Vous savez qu'au Mali, il y a une ville très célèbre qui est la ville de Djenné, qui est dans le delta intérieur du Niger. Célèbre, pourquoi? Parce qu'elle a une mosquée qui est une des plus belles mosquées d'Afrique en terre séchée, qui est une œuvre d'architecture remarquable. Et Djenné a été précédé par une autre ville qui est à 3 km au sud de Djenné et qui est le site de Djenné Djenno, ce qui veut dire Djenné l'ancienne. Il se fait que des archéologues ont fait des fouilles dans ce site ancien, qui est le premier site, et dans lequel ils ont trouvé, dans leur fouille à une certaine profondeur, quelques objets en terre cuite. Donc j'ai voulu prendre comme nom de cette civilisation qui a créé ces œuvres en terre cuite remarquables et en bronze, Djenné Djenno, la Djenné ancienne, c'est-à-dire le début par rapport à la Djenné que l'on connaît, qui est la Djenné qui est célèbre par son architecture musulmane magnifique. Alors bon, je suppose que vous êtes un peu familier avec l'histoire des grands empires de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest a une histoire très profonde. Là, vous avez des délimitations des premiers empires depuis l'empire du Ghana, du XIe siècle, l'empire du Mali, l'empire Songhai, etc., qui se sont vraiment développés en travers toute l'Afrique de l'Ouest. Et là, il y a la flèche qui est assez étonnante du pèlerinage d'un empereur du Mali, Mansa Moussa, qui est allé à la Mecque en 1324, qui est parti avec une caravane gigantesque. Bon, il faut savoir que tout l'or de l'Afrique de l'Ouest qui passait par le commerce avec le désert, tout l'or de l'Afrique de l'Ouest servait à nourrir les premières monnaies frappées par les dynasties du sud de l'Espagne. Donc l'or de l'Afrique de l'Ouest, avant la découverte de l'or de l'Amérique centrale, était vraiment la source de l'or pour tout le bassin méditerranéen. Et donc cet empereur était très riche. Il est parti à la Mecque et il a dépensé tellement d'or et d'argent que le cours de l'or et de l'argent se sont écroulés pendant 30 ans. Donc c'était vraiment... On s'en souvient encore, quoi. Alors, oui. Donc on va parler des objets qui sont datés par le carbone 14 ou la thermoluminescence, mais un des personnages les plus importants dans la mythologie du Mali ancien, c'est évidemment le fameux Soundiata, qui est un grand roi, qui est un roi magicien, dont l'épopée est chantée encore aujourd'hui. Ça fait 800 ans qu'on chante l'épopée de Soundiata, un petit peu comme l'Iliade et l'Odyssée en Grèce. Et vous voyez, alors j'ai mis deux photos de la même épopée rééditée, parce que vous avez des tas de griots qui ont des versions différentes, en fonction si c'est un griot de Guinée, du Mali, de Côte d'Ivoire. C'est adapté au fur et à mesure des siècles. Alors,
la photo de gauche, vous voyez le griot qui tient sa lance, qui est le symbole de sa connaissance, parce que la connaissance est le pouvoir, avec son assistant. Et à droite, dans une nouvelle version aussi publiée par ce même professeur, David Conrad, qui est allé enregistrer, transcrire dans la langue vernaculaire, et puis le traduire en anglais, il a mis, et ça c'est plus récent, et c'est ça qui m'a amusé, une terre cuite Geno, donc faisant pour la première fois un lien entre la tradition orale de cette région d'Afrique et les objets en terre cuite. Parce qu'avant, on disait, bon, il y a une tradition orale très profonde, il y a les empires, mais il n'y a pas beaucoup d'art. Alors la découverte de ces sculptures en terre cuite, qui sont datées entre disons les plus anciennes, le 9e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 17e, montrait qu'il y avait dans cette région du Mali une production artistique absolument remarquable. Donc c'est intéressant que maintenant on commence à dire, mais tiens, on pourrait essayer d'analyser certains épisodes des récits mythologiques de Sundiata et voir si ça correspond à certains objets en terre cuite. Alors, qui sont les gens qui vivaient dans cette région? Alors moi, j'ai passé 2 ans au Mali, en 83 et en 84, donc pour faire mes recherches pour ma thèse de doctorat. Donc c'était à l'époque où le Mali était un pays calme, où il n'y avait pas vraiment, tout le monde pouvait y aller, c'était un pays extraordinaire, une beauté sublime, avec le sud du Mali extraordinaire, Bamako, Mopti, Bani, on peut aller jusqu'à Tombouctou. Enfin, c'était vraiment un pays à la fois ouvert et très agréable. Et il y avait là, depuis très longtemps, un vieux fond, parce que comment dirais-je, la région d'où viennent les terres cuites dont on va parler, viennent du delta intérieur du Niger, qui est une région qui est d'une grande zone inondable entre le Niger, qui est le grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest qui se jette dans la mer au Nigeria, et le Bani, son affluent. Et cette grande zone inondable qu'on appelle le delta intérieur du Niger, DIN, souvent on appelle ça comme ça, est une région qui était peuplée depuis très longtemps par essentiellement des pêcheurs, les fameux sorkos, vous voyez, un chasseur de vin sorko, vous voyez, avec son costume ici, avec ses petits, une sorte de petits talismans qu'il avait sur la tête, et un autre à côté aussi, avec des sortes d'amulettes protectrices. Donc ça, c'est le vieux fond, comment dirais-je, qui vivait dans cette région-là depuis, je veux dire, des millénaires. Sont arrivés après les Dogons, hein, et on sait que l'arrivée des Dogons dans cette région, enfin, parce qu'ils ont passé par le delta pour arriver dans la fameuse falaise de Bandiagara, on savait par les fouilles des Hollandais qui sont arrivés vers le XVe siècle. Les Hollandais ont fouillé les fameuses falaises et des nécropoles, ils ont fait une chronologie très précise des gens avant les Dogons, les Télèmes, jusqu'aux Dogons, etc. Une autre manière de calculer l'arrivée des Dogons avait été faite, mais de manière non scientifique, mais ça collait avec les datations de la science. C'était Marcel Griaule, lorsqu'il est arrivé, qui est l'anthropologue, vous connaissez bien, l'école française d'anthropologie, qui le premier a été chez les Dogons, puis a passé toute sa vie à étudier le Dogon. On lui a montré, je crois que c'était lors de sa 2e campagne, une caverne. On voyait 6 masques couchés l'un à côté de l'autre. Et on lit ça, c'est des masques très importants, ce sont des masques que l'on fait que pour la cérémonie du Sigui. Or, la cérémonie du Sigui, c'est une cérémonie cosmogonique chez Dogon qui refait toute l'histoire du monde, depuis le Big Bang, depuis le grand Big Bang Dogon, si je puis dire. Et comme il y en avait, je crois, 8, tous les 60 ans, il a pu calculer 8 fois 60, etc. Bon, mais ces Dogons ont dû arriver là à peu près vers le 15e, 16e siècle. Donc, la tradition orale, le nombre de masques et puis les fouilles ont bien montré cette arrivée de ces Dogons dans cette région. Ensuite, un peu plus tard, effectivement, il y a eu, venant aussi du sud, des Bambara qui sont mélangés aux différentes populations qui sont installées dans le delta, etc. Donc ça, ce sont les fonds de population qui sont vraiment comment dirais-je, les bases des gens qui ont créé ou utilisé ces objets en terre cuite. Alors un autre, comment dirais-je, un autre concept très important dans l'art ancien du Mandé, comme je le dis, qui est une sorte de région très vaste de toute l'Afrique de l'Ouest, il y a au sud de Bamako ce qu'on appelle le Kamablon, qui est une sorte de sanctuaire sacré, qui est une sorte de la Mecque du Mandé, qui est une sorte de sanctuaire où une fois tous les aussi 30 ou 40 ans, les populations de toute l'Afrique de l'Ouest se retrouvent et repeignent le sanctuaire, racontent le début de l'histoire du monde, la généalogie de Sundiata. Donc c'est
ça a l'air de rien, mais si vous voulez, c'est le nombril du monde, comme Delphes est le nombril du monde en Grèce, c'est le nombril du monde pour toute l'Afrique de l'Ouest, de toutes les cultures mandées. Donc et ça, ce n'est pas dans la région d'où viennent les terres cuites, c'est plus au sud, c'est au sud de Bamako, mais c'est un lieu qui est depuis toujours le centre de toute la diffusion de la culture, de la mythologie dans la région. Je vous ai mis là une petite carte, vous voyez les Dogons, ben, vous les voyez, la falaise Dogon, elle est là. Ça, c'est pour tous les objets dont on parlera un peu plus tard. Et la zone inondable d'où viennent les terres cuites, vous voyez Djenné ici, avec la fameuse mosquée. Djenné est juste en dessous, le Bani, qui est l'affluent du Niger, le Niger qui va jusqu'au lac des Beaux et puis qui fait une grande boucle et qui tombe dans le Nigeria. Et disons que, ayant vraiment... Bon, on n'a pas des provenances sur tous les objets en terre cuite, mais on a suffisamment. Et en regardant mais détaillé, parce qu'il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, découvertes fortuites faites par les administrateurs français dans les années 30, 40, qui disaient, ben, tiens, il y a une sorte de grand tumulus là abandonné, un ancien site de village, et on a trouvé une petite terre cuite, une tête, un fragment, etc. Et donc, on savait exactement, et c'était tout de ce style Djenné Djenno, donc on a pu vraiment, enfin j'ai pu faire une sorte de zone de distribution de la statuaire en terre cuite, et c'est vraiment, bon, ça va un peu plus au sud que Djenné, ça va ici dans cette région-là, Mopti, ça monte un petit peu, mais dès qu'on arrive ici plus haut, ça s'arrête. Donc c'est vraiment un style dont le fil conducteur au départ n'est pas ethnique, ce n'est pas un style d'une ethnie, ce n'est pas le matériau parce qu'il fait des objets en bronze et en bois, c'est vraiment géographique, c'est-à-dire c'est une zone géographique qui a produit ces objets qui ont été utilisés par plusieurs groupes ethniques. Alors, ceci est une pièce célèbre. C'est une pièce qui est au musée de l'IFAN. Bon, on ne sait plus très bien où elle est parce je crois qu'ils l'ont perdue. Et c'est la première terre cuite Djenné qui a jamais été découverte par un administrateur, Théodore Monod, en 1943. Elle était en 4 morceaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une célèbre collection qui s'appelait l'Univers des formes, qui avait été commencée par André Malraux sur tous les arts du Moyen-Âge, la Syrie, la Grèce, Rome. Il y a eu un des premiers volumes était sur l'art de l'Afrique noire, c'était en 67, et dans la page de couverture intérieure, ils avaient mis cette terre cuite, bon, qui n'est pas la plus belle terre cuite Djenné, mais déjà à l'époque, c'était Jacqueline Delange et Michel Léris qui avaient fait le livre. Ils avaient senti que cet objet était un objet important, c'est un objet archéologique, et qui montrait bien qu'il y avait une profondeur dans cette région du Mali qu'on ne connaissait pas très bien, mais qui valait la peine d'être étudié. C'est pour ça que cet objet est vraiment un peu comme la stèle d'Hammurabi, l'objet qui a signalé qu'il y avait quelque chose d'important là-bas. Il y a deux archéologues américains très importants, Roderick et Susan McIntosh, de l'université de Rice à Houston au Texas, qui ont fait des fouilles, qui ont eu la bonne idée de faire des fouilles dans la région, en se disant vraiment c'est une région qui est très riche en archéologie. Et donc ils ont fait cette fouille sur ce grand tel qui est l'ancien site de Djenné, donc Djenné Djenno. Et ils ont fouillé, cette énorme montagne faisait probablement 5 ou 6 mètres de hauteur. Et ils ont descendu, ils ont fait une fouille stratigraphique jusqu'au sol vierge, donc jusqu'aux premiers arrivants, et ils montrent une continuité archéologique de plus de 1500 ans, près de 2000 ans, avec au départ uniquement des cueilleurs, avec des traces de poissons et de choses, et puis on voit l'évolution, la domestication du riz, et on voit dans les couches supérieures, vers 1200, 1300, les premières terres cuites qui apparaissent. Alors, vous voyez, ce n'est pas de nouveau une terre cuite d'une grande beauté, mais elle est classique dans sa position, et elle est importante parce qu'elle vient exactement du site. Voilà une seconde qu'ils ont trouvée dans cette position très classique avec les bras croisés. Et puis la troisième, qui est peut-être la plus parfaite, si je puis dire, était celle-ci, qui est d'un style que j'ai appelé le style classique 1. Vous voyez, avec qui est dans une position très intéressante, dans une position à la fois très, je veux dire, elle est presque sur un canapé, quoi. Elle est vraiment, on dirait Madame Récamier, elle est là, elle est bien, elle ne se sent pas du tout, comment dirais-je, fatiguée ou inquiète, ou une position très inhabituelle pour l'art africain. Vous avez un petit pendentif, etc. Donc ça, c'est les fouilles. Donc c'est important, ces objets, comment dirais-je, permettent de situer de manière précise
la région d'où viennent ces objets. Alors, bon, j'ai, dans ma thèse de doctorat que j'ai terminée en 87 et que j'ai publiée beaucoup plus tard, malheureusement ça a pris un peu de temps, en 2014, à Bruxelles, en anglais et en français, j'ai voulu faire une approche d'historien de l'art, essayer de faire une sorte de, comment dirais-je, de sériation stylistique. Est-ce qu'il y a un style plus ancien, plus moderne, etc. Et bon, ma conclusion, alors, peut-être vous posez la question, comment est-ce qu'on date les objets en terre cuite? Alors, il y a une technique que vous connaissez peut-être qui s'appelle la thermoluminescence, qui a été inventée par un Anglais, Fleming, à Oxford, et qui permet de dater la date de cuisson d'un objet en terre cuite. En gros, c'est assez simple. Dans le quartz, qui est un matériau qui est dans la terre cuite, vous avez le quartz absorbe la lumière et la lumière géologique de la création du quartz il y a 200 millions d'années ou 100 millions d'années. Quand on cuit une terre cuite avec du quartz et qu'on le chauffe à plus de 300 degrés, toute la lumière qui a été, comment dirais-je, qui a absorbé dans ce quartz disparaît. Donc on remet l'horloge archéologique à zéro. Alors au fur et à mesure des années, le quartz réabsorbe petit à petit un petit peu de cette lumière. Alors, pour dater la date de cuisson de l'objet, on prend un petit échantillon, on le chauffe, bon je schématise un peu, et avec une cellule photoélectrique très sensible, on mesure la quantité de lumière qui est émise. Et en fonction de la quantité de lumière, on peut faire une datation. On dit, bon, si on est là, bon, ça a 200 ans. Donc on l'utilise pour la terre cuite chinoise, précolombienne et africaine. Et donc pour la terre cuite du Mali, on a maintenant, je crois que j'ai 380 ou 400 datations, thermoluminescence. Bon, il y a plusieurs laboratoires qui le font. Donc on a quand même une chronologie très précise. Je ne crois pas qu'il y ait eu une grande évolution, mais j'ai essayé, ça d'un point de vue pas chronologique, mais du point de vue stylistique, d'analyser ce que j'appelle le style dit archaïque, parce que c'est un style... Bon, alors, est-ce que c'est un des premiers styles? Ça, je ne suis pas sûr, mais vous voyez, c'est cette sorte d'idoles étonnantes. Elles sont assez grandes. 71 cm, comme on dit en Belgique, c'est déjà une taille, je veux dire, c'est pas rien. Et vous voyez la stylisation sur le personnage agenouillé, mais une toute petite tête, des sortes de pustules au-dessus et des sortes de bras très allongés. On a des provenances vers le nord du delta, mais je trouve que l'ensemble du style faisait penser à une idole un peu plus ancienne que simplement le style classique, un peu plus régalien que l'on connaît chez les Genet après. Donc voilà, alors ici, le second style que j'ai appelé le style pré-classique, c'est un de mes styles favoris. Alors c'est un style qui est très inhabituel, parce que vous voyez, c'est visiblement des personnages humains, assis avec les jambes toujours sur le côté, une position qui est de nouveau très sereine. Le personnage, il n'y a pas aucune tension musculaire. Vous voyez, les bras sont posés sur les jambes. C'est une position qui est de nouveau presque une position de yoga. Alors, les têtes des personnages sont humaines, mais toujours légèrement animales. Et ça, dans l'art africain, c'est d'une constante. Cette anthropozoomorphisation de l'art est très fréquente, où ils arrivent à faire un personnage qui est très humain et en même temps un peu animal, ou très animal avec des aspects humains. Et ce style préclassique, bon, il y en a ici une qui est dans la collection du musée Barbey-Muller, ça c'est une qui était dans la collection de mon père. Vous voyez, ils ont toujours cette sorte de tête un peu plus petite par rapport aux proportions du corps. De nouveau, une fluidité dans la gestuelle que je trouve très belle. Alors tenez là un sceptre ou quelque chose, vous voyez des bracelets, toute cette position avec les genoux sur le côté. Et donc c'est un style assez consistant. Il y a une autre série avec des petits chapeaux pointus comme ça, qui sont très identiques avec de nouveau des petits bijoux, des gros bracelets au poignet. Et à mon avis, c'est un site ou deux sites, parce qu'ils sont tellement consistants dans leur similitude qu'on est vraiment devant un atelier très spécifique. Vous en voyez encore une autre ici, une collection américaine. Donc on est vraiment, vous voyez, on est vraiment je ne vais pas dire dans la répétition, mais dans un artiste qui a vraiment voulu... et c'est un style qui est un peu à part, mais ça fait partie aussi de la grande statuaire, mais comment dirais-je, différente. Alors ça, bon, je la montre toujours, c'est pour moi une des plus belles statues du style Genet Genoux. Elle est dans la fondation Menil à Houston.
Dominique de Ménil et son mari John étaient des grands collectionneurs de tout, de tableaux, enfin depuis l'Antiquité jusqu'à l'art moderne. Et Madame de Ménil a eu l'intelligence d'acheter très tôt quelques très belles œuvres, et celle-ci est probablement, pour moi, exemplaire de ce qu'on appelle l'art classique de Gianni Geno. D'abord par l'attitude, qui est une attitude que l'on retrouve de manière extrêmement fréquente, donc agenouillé, le torse redressé, les bras croisés. Vous avez les yeux légèrement exorbités, qui est une thématique assez fascinante. Alors, un de mes professeurs, mon directeur de thèse à l'université de Yale s'appelait Robert Thompson. Et Thompson avait fait un livre tout à fait passionnant sur l'art des Yoruba. Il avait passé pas mal de temps au Nigeria. Il avait entre autres parlé de certaines statues en bronze, des Ogboni, où vous avez aussi un œil qui est exorbité, comme l'œil de la plupart des statues du Gianni Geno. Alors cet œil, on lui a expliqué, des informateurs Yoruba, on dit cet œil exorbité, c'est quand la vision interne de l'œil, la vision magique, presse sur le globe oculaire, sur la vision physique. C'est-à-dire que chacun a sa vision physique, on se regarde. Et puis les gens vraiment, qui sont des gens puissants, des magiciens, des prêtres, ont un œil interne qui est un œil qui permet de voir les choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc cette sorte de dilatation du globe oculaire représente une sorte de puissance de personnages qui ont à la fois un œil interne et un œil externe, et qui fait que cet œil gonfle et sort de l'orbite. Et il disait c'est en rapport avec des moments d'extase, lorsqu'il y a ce culte, et dans ces moments d'extase, ils arrivent à communiquer avec le monde des dieux et des ancêtres. Et je crois que pour l'art du Mali, on pourrait suggérer comment dirais-je, une explication similaire. Alors, ça, c'est de nouveau, quand je parle des styles classiques de l'art de Gianni Geno, vous avez ici une série, et je crois que j'en ai encore une, voilà, qui est au musée de Bamako, une série de 5 statues tout à fait étonnantes qui sont de nouveau parmi les plus parfaites, les plus accomplies de la statuaire. Il y a, si vous voyez la terre cuite, il y a une sorte de d'engobe qui en fait comme une petite peau. C'est une peau tendue, je veux dire, c'est d'un raffinement. D'abord, la terre est très chamottée, très fine. Quand vous voyez, on sent à la fois les os et les muscles quand on regarde les jambes. Cette position est assez étonnante, parce que c'est un peu une position de tristesse, ce n'est pas une position de résignation, ce n'est pas une position, si vous regardez la position de la terre cuite de Ménil, cette divinité a une sorte d'attitude qui est très fière, ce n'est pas quelqu'un qui courbe l'échine. Alors là, je n'ai pas trouvé d'explication précise sur cette attitude, mais il y en a une série, et vous voyez, il y a des serpents sur le cou de celle de gauche. Il y a ces sortes de côtes extrêmement visibles, un petit peu comme sur les statues de l'île de Pâques. Une sorte de raffinement dans la manière dont les pieds sont faits qui est vraiment étonnante. Et regardez la manière dont les mains, avec les articulations, c'est parmi pour moi les plus belles réalisations de l'art du Mali. Et ça, de nouveau, probablement un atelier ou un style. Alors, un des thèmes classiques de l'art ancien du Mali, c'est évidemment les cavaliers, quoi. Alors ça, c'était un groupe qui était devenu célèbre. Il y en a 6 qui sont sortis en même temps du Mali. Ils étaient tous en petits morceaux. Et patiemment, la restauratrice qu'ils avaient trouvée a pu recoller tous les morceaux qui s'appartenaient. Et ça représente vraiment une cavalerie, probablement des chefs politiques et militaires qui entouraient l'empereur du Mali à cette époque-là. Parce que toute cette série de cavaliers ont été testés à la thermoluminescence aussi du XIVe siècle. Et vous les voyez avec des costumes incroyables, des costumes. Vous avez un fantassin là, qui est un archer, hein, avec une coiffure, avec un petit chignon au dos qui est magnifique. Vous avez 3 cavaliers, certains casqués peints, d'autres pas. Et ça fait partie des rares statues qui sont polychromées. Donc est-ce que c'était un site en hommage à un grand chef de guerre? À mon avis, c'est possible. Parce qu'il y a une telle, de nouveau, je veux dire, c'est comme on pense au site en Chine avec tous ces cavaliers qui sont là et ces fantassins. C'est vraiment, à l'échelle du Mali, aussi important. Bon, évidemment, le thème du cavalier est un thème fascinant dans
dans l'art africain, on le retrouve dans de nombreuses sculptures et il a à voir avec différents thèmes dont je parlerai plus tard. Alors ici, un des objets les plus intéressants de la collection, c'est cette fameuse statue du musée, qui est une femme qui accouche d'un serpent. Et ça, c'est une pièce tout à fait étonnante. De nouveau, le style est très raffiné dans la manière dont la tête, les mains, les jambes sont faites. Et pourquoi est-ce qu'elle accouche d'un serpent? Il y a un célèbre chef de guerre soninké depuis l'Empire du Ghana, donc c'est la tradition orale, qui était le père du fondateur du premier empire, l'Empire du Ghana, celui avant l'Empire du Mali. Et il avait épousé les trois filles d'un génie. Et l'une d'elles accoucha d'un serpent qui s'appelait Ouagadou Bida. Alors, Ouagadou, c'est l'empire de Ghana de Ouagadou. Donc, au fond, ce que ça raconte, c'est une représentation de l'accouchement mythique de ce premier empire par cette mère qui a accouché de cet empire avec ce serpent qui représentait le premier ancêtre de l'empire de Ouagadou. Donc, c'est une pièce qui est, dans l'iconographie, est assez étonnante et très inhabituelle. Et c'est vraiment un objet sur lequel je crois qu'on pourra encore dire beaucoup de choses à l'avenir, parce que c'est un objet qui sort complètement de l'ordinaire. Alors cet objet-là est très intéressant parce que ça représente une femme, mais qui a l'air d'être barbue. Alors bon, des femmes barbues, ça existe, mais bon, voilà. Et en fait, c'est pas tous ces petits ronds que vous voyez en dessous de son menton, ce ne sont pas une barbe ou des boucles de barbe. Il semble que ce soit la mère de Sundiata, la fameuse Sogolon, qui était une femme extrêmement puissante, qui était une magicienne et qui arrivait à pouvoir maîtriser certaines maladies. Et je crois que ce que vous croyez être une barbe est en fait probablement représentation d'une maladie comme la variole ou la peste qu'elle arrivait, elle, à maîtriser. On voit un certain nombre de statues qui ont d'ailleurs vous voyez, comme celle-ci, on voit ces sortes de bubons. Il y en a un certain nombre on a sur le corpus de 600 ou 650 statues, on en a près de 150 qui représentent des statues agenouillées, mais couvertes de ces petits pustules. Alors, je dis, qu'est-ce que ces pustules? Effectivement, mes informateurs, quand j'étais au Mali, m'ont dit, mais écoutez, c'est une maladie qui s'appelle, il m'avait donné le nom à l'époque. Et il y a eu une série de maladies, il y a aussi des maladies qui sont dues à des vers parasites qui font des scrofules et des choses comme ça. Donc si on demande aux médecins, on peut retrouver des maladies qui donnent ce genre de pustules sur tout le corps. Bon, alors pourquoi avoir représenté 150 statues de personnages agenouillés mais avec des pustules? Ça, est-ce que c'était une manière de se protéger en leur faisant des offrandes, en disant voilà, comme nous on a les seins pour les yeux, etc. C'est une possibilité. Alors vous aviez aussi, oui, pas mal de et ça, voilà, ça c'est le dernier objet en terre cuite du Mali. Vous savez, ces récipients, sorte de personnage qui a une tête un peu, qui est un personnage qui est en même temps une sorte de sphère. Certains avaient même on pouvait soulever la tête et c'était vraiment un vrai récipient. Et ces objets, on les retrouve dans beaucoup de sites, parfois tout simplement abstraits avec des dessins de serpents, parfois avec une tête humaine. Vous voyez aussi ici des petits pustules. Donc on est là de sorte de personnage en pleine transformation entre un être humain et un animal. On ne sait pas très bien. Il a des petits bras, il est un peu comme un batracien, comme ça. Il est entre les deux. Et ça montre de nouveau l'incroyable imagination de ces sculpteurs et la richesse de leur iconographie. Alors vous avez aussi évidemment le thème de la maternité, qui est un thème universel dans, comment dirais-je, dans l'art africain. Et bon, là, mes informateurs m'expliquaient qu'effectivement, comment est-ce qu'on vénérait ces objets? On vénérait, si on voulait, on allait voir un prêtre, et si on voulait avoir des enfants, il sortait une de ces statues avec des enfants, on devait faire des offrandes, et on devait adopter la position, pour prier devant la statue, on devait adopter la position représentée par la statue. Je vous montre ici, parce qu'on va en parler dans une seconde, une magnifique sculpture en bois. Vous voyez là une patine, parce que la patine est pétrifiée, donc on dirait que c'est presque du bronze, mais c'est en bois, qu'on avait attribué au Dogon, mais dont vous voyez la datation pour le carbone 14 du XIIe siècle, qui est donc contemporaine des objets en terre cuite.
que moi j'attribue aux populations qui étaient là avant les Dogons, dont je vais parler dans une seconde, qui sont des Soninké qui venaient du nord, arrivés par le sud du Mali, Kangaba, ils sont remontés dans la région du Delta et jusqu'à la falaise Dogon. Donc vous voyez que la thématique de la maternité, mais qui représente à mon avis plus que simplement quelqu'un qui veut avoir des enfants, se retrouve et en bois et en terre cuite. Alors vous vous êtes dit, mais comment est-ce qu'on... Je vais poser la question à mes informateurs et ceux qui connaissaient le mieux, enfin qui se souvenaient le plus des objets en terre cuite, c'était les fameux Sorkos, donc les pêcheurs, qui étaient la population la plus autochtone, la plus ancienne de la région. Et certains de ces informateurs m'ont dit, écoutez, on adoptait devant l'objet, devant la statue, la position représentée par l'objet. Je dis, ah bon, c'est intéressant. Et je vous montrerai des photos dans une seconde de certaines attitudes qu'il a pris devant moi. Je dis, voilà, il prenait telle et telle attitude. Et au fond, quand il m'a dit ça, je n'avais pas réalisé ce qu'il me disait. J'ai retrouvé un vieil article publié par M. Daget, qui était un spécialiste des poissons, qui était là dans les années 50 pour créer dans le delta intérieur des sortes de cultures de poissons. Et il est allé chez les Sorkos, mes informateurs de 60 ans plus tard, et il avait dessiné, à un certain oui, il y a des positions rituelles sacrées, vous voyez, avec la 5 ou bien la 4, vous voyez des positions qu'on retrouve dans les terres cuites. Donc, j'ai trouvé ça après avoir eu mes informations, et voilà un de mes informateurs, qui est le plus important, Mama Pamanta. C'est une photo que j'avais prise en mars 84, et on avait ces conversations. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je lui ai amené des photos d'objets en terre cuite. Je dis, bon, mais voilà. Alors, il m'expliquait à quoi ça servait. Et je dis, comment est-ce qu'on priait? Alors, sans que je ne demande rien, il a pris, lui se rappelait d'une douzaine de positions rituelles. D'autres informateurs, parce que j'étais voir d'autres informateurs, Sorko et Bamana, dans tout le delta, certains s'en rappelaient de 3 ou 4. Donc c'est comme une gestuelle sacrée qui permettait de communiquer avec les divinités. Donc on est vraiment dans une sorte de religion, je ne dirais pas extatique, mais en adoptant devant l'objet la position représentée par l'objet, on arrivait à communiquer avec cette divinité. Donc c'est une gestuelle sacrée, si je puis dire, et en reprenant tout le corpus des terres cuites complètes, pas les fragments, mais les complètes que j'ai pu trouver, j'ai fait une analyse, j'ai trouvé 68 gestes différents représentés. Donc c'est gigantesque dans la terre cuite. Donc 68 gestes, je dis, bon, vous voyez une statue africaine, où elle est debout, où elle est assise sur un tabouret, c'est assez simple. Bon. Mais la terre cuite est un matériau qui permet une liberté dans le façonnage qui est importante. Et je crois qu'il n'y a aucun corpus dans l'art africain où vous avez une variété gestuelle aussi riche que dans l'art de Djenne Djennou. 68 gestes différents, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Vous avez dans le Moudra, dans les Bouddhas, vous avez des gestuels, mais surtout des bras, un petit peu des genoux. Mais ici, c'est agenouillé, un bras, l'autre bras plié, une jambe pliée, l'autre jambe pliée, assis, accroupi, etc. Donc c'est probablement une des grandes découvertes de cet art de Djenné, c'est la richesse sacrée et gestuelle de ces différents groupes. Alors, en cherchant un petit peu, je dis, mais il y a peut-être chez d'autres chercheurs, ils avaient peut-être noté, effectivement, il y avait Paul et Winter, qui étaient 2 chercheurs belges. Dans un de leurs livres, ils montraient, voilà, posture soninké selon le rang social, le chef, le noble et l'esclave. Donc, j'ai pu retrouver un petit fil d'Ariane, Daget, Paul et Winter, 2 ou 3 personnes qui ont dit, tiens, la gestuelle est importante dans ces ethnies-là. Bon, et ce que j'ai réalisé, c'est qu'au fond, ce que Mama Pamanta me communiquait, c'était très important. C'était quelqu'un qui, à l'époque, était un pêcheur qui avait 60 ans, se souvenait d'une gestuelle sacrée qui remontait à 800 ans. C'est comme assez incroyable. Donc c'est vraiment une continuité dans la religion et dans la tradition qui est très très profonde. Donc 55, 70, 71 et 84. Donc je veux dire, à partir du moment où on a 3 indices aussi clairs, c'est qu'il y a... On ne peut pas dire que c'est un informateur qui, pour me faire plaisir, a inventé ça. Non, il y a vraiment eu là une grande tradition ancienne dans la gestuelle. Alors, ça c'est l'autre partie de ma conférence, c'est sur les liens entre les objets en terre cuite du Mali et les objets en bois.
Alors, j'avais fait à l'époque, bon, je devrais le refaire, hein, mais c'est une sorte de tableau chronologique de l'évolution de l'histoire de l'art, de la statuaire en bois au Mali. Alors, c'était basé sur un célèbre tableau de Miquel Covarrubias, qui est un chercheur sur l'art du Mexique ancien, qui avait fait un tableau dans lequel il montrait l'évolution d'un certain dieu Olmec à travers toute l'Amérique centrale. Il avait fait un très beau tableau qui était assez logique. Et je me dis, tiens, je vais essayer de faire quelque chose de plus ou moins comparable. Alors, j'ai pris tous des objets que j'ai redessinés, qui ont été tous testés au carbone 14. Donc, ils ont tous des tests de laboratoire sérieux, etc. Et donc, on part de l'an 1000 et on va jusque vers 1700. Alors ça, c'est le plus ancien objet, enfin il y en a deux, en bois de cette région. C'est un objet qui est au musée d'Aper et qui était la collection Wundermann aux États-Unis avant, et qui a une tête très classe. C'est en bois, mais c'est un personnage avec les deux bras levés, mais un des deux cassés. La tête est très proche du style des terres cuites, et c'est l'objet qui est vers 980 après Jésus-Christ, donc vers 1000. Alors je l'ai mis un peu, bon, c'est peut-être pas lui le premier objet en bois jamais sculpté, mais je l'ai mis comme premier objet, et puis j'ai mis deux courants parallèles. À droite, vous avez ce qu'on appelle le style des Télèmes. Alors les Télèmes, qui sont les Télèmes? C'est un nom qui ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'ils étaient là avant nous. Donc c'est les Dogons, on appelé les populations qui existaient déjà dans la falaise Dogon avant qu'ils arrivent, les Télèmes. Et les Télèmes, c'est une vraie culture. Il y a des Hollandais qui ont étudié la culture Télème dans la falaise Dogon et qui ont montré qu'il y a vraiment une tradition bien à part à tout point de vue de l'art Dogon. Et donc la statuaire Télème est essentiellement une statuaire avec des bras levés, hein, et avec ce qui est spécifique à la statuaire dite Télème, qui est pré-Dogon, c'est cette patine croûteuse, vous en voyez dans les musées, etc. Donc une patine très grumeleuse. Alors à l'époque, quand c'est sorti dans les années 50, les premiers marchands disaient oui, c'était trouvé dans les cavernes, donc c'était les chauves-souris qui déposaient des petites crottes sur les trucs, et puis bon, au fur et à mesure, je dis, mais bon, il fallait que les chauves-souris visent pendant très longtemps, chaque fois sur la statue, donc c'était un peu ridicule. Bon, enfin voilà, c'était ce qu'ils racontaient à l'époque, et en fait, quand on étudie un peu bien, on sait que dans certains rituels, Griaule raconte que certaines statues étaient trempées complètement dans des grands vases avec une sorte de brouet rituel de porridge. Et je crois que cette patine Télème, c'est vraiment ça, c'est simplement une patine qui a été faite parce qu'elle était trempée dans un liquide sacré. Et donc vous voyez la statuaire Télème, tout sur avec datation, elle a continué depuis le 11e jusqu'au 17e avec toujours la même iconographie, des personnages plutôt géométriques, on va dire, les bras levés, bon, certains un peu plus naturalistes dans le visage, mais qui ont continué comme un style pendant 700 ans. Alors, à côté, c'est ce que je vais appeler le style dit Soninké. Alors, les Soninké, c'est une grande population de l'Afrique de l'Ouest, je dirais une des grandes dynasties. Et on appelait, Soninké ou Djeneke, donc c'était des populations qui venaient originellement de l'empire du Ghana, donc plus à l'ouest, et qui ont émigré petit à petit, qui sont allés vers Bamako, sont remontés, se sont réinstallés dans la falaise vers le XIIe siècle et qui ont trouvé les Télèmes. Eux ont amené leur style de sculpture qui est beaucoup plus naturaliste. Et là, vous voyez donc la maternité que je vous ai montrée en bois et vous voyez la évolution des styles avec parfois des influences, parce que les Télèmes et les Soninké vivaient dans les villages l'un à côté de l'autre, discutaient l'un pour l'autre. Là, vous avez une sculpture qui est celle ici, qui est en haut du musée Barbier-Muller, donc 14e, 15e, 16e, 17e. Alors, vous avez ici un objet qui est intéressant, je vais vous parler dans une seconde, parce qu'il est le même au 13e, au 18e. Alors, l'art Dogon, ce que vous connaissez de l'art Dogon, enfin la statuaire Dogon, bon, et les traditions orales dont je vous ai parlé avec Griaule sur le nombre de masses du Sigui, et les fouilles, et les datations au carbone 14 montrent bien que le début de ce qu'on appelle l'art Dogon classique, les statues avec la modelée du visage, le petit nez en flèche, etc., les patines, tout ça commence vers, je dirais, 1400, 1450. Alors j'ai voulu montrer que les thématiques ont continué sur 300 ans. Vous avez des cavaliers datés jusqu'au 17e, 18e, des maternités qui ont continué jusqu'au 18e, et des personnages de style, ce qu'on appelle le style classique Ndouléry,
jusqu'au XVIIIe. Donc on a ici une sorte d'essai d'histoire de l'art de cette région, de cette statuaire Dogon, qui a besoin d'être raffiné encore beaucoup plus, mais bon, c'est un premier schéma. Alors, vous avez ici, à votre gauche, une statue presque grandeur nature, 1,67 m, datée de 1040. Alors, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont été au musée du Quai Branly. Vous vous rappelez qu'à l'entrée du musée du Quai Branly, il y avait la fameuse statue que les Leloup ont vendue au musée, pour l'ouverture du musée, sur une énorme statue avec un bras levé. Donc, il y a 3 statues en dehors de celle qui est ici, qui est celle qui est en bas, la numéro 1. Il y a 3 statues qui sont du Xe siècle. C'est celle-ci, celle du musée du Quai Branly, et une 3e de la même taille qui est au musée de San Francisco. Donc on est là dans vraiment les débuts, mais en même temps, même sur les débuts de l'art au point de vue chronologique, on voit déjà que cet objet est extrêmement beau. Vous avez ces grandes mains qu'on retrouve aussi dans la terre cuite genée, avec ces énormes doigts. Il y a un modelé qui est très raffiné. Bon, il y avait un collier ici, il y a des scarifications. Donc on est vraiment dans un art qui est déjà très abouti à cette époque-là. Un peu plus tard, vous avez de nouveau cet art qui est à la fois, qui n'est plus Thélème, il n'a plus ce côté géométrique, mais il a ce côté sinueux du modelé presque naturaliste, avec ce ventre un peu rond, ses jambes, et ses longues mains et ses bras. De nouveau une petite barbe. Et donc c'est vraiment une évolution des œuvres en bois contemporaines. Alors, à votre gauche, vous avez un objet du musée Barbey-Muller. Alors, cet objet a été... J'ai écrit un long article sur cet artiste qui a été nommé par un autre chercheur, le maître soninké de Pierre Loeb. Alors, il y a 5 statues par ce même artiste, toutes datées, sauf une entre 1300 et 1400. Hein. Et disons que la plus célèbre est celle qui était de l'ancienne collection Pierre Loeb, que tu connais, qui est un grand marchand avant-guerre d'art moderne, et qui avait une collection d'art africain. Et donc, comme celui qui a eu la première statue de ceci, on l'appelait le maître soninké de Pierre Loeb. Et revenons à mon tableau pendant une seconde. Ça, c'est celle-ci. Mais il y en a une autre qui est dans une collection privée allemande, visiblement, bon là c'est un dessin, mais très 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 proche de la point de vue stylistique, mais qui est datée du XVIIIe. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer dans l'histoire de l'art que 2 objets quasi identiques aient 300 ans d'écart? Alors il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'une forme renaissante, c'est-à-dire qu'on peut reprendre, et ça je crois que c'est ce qui s'est passé ici, ils ont dû reprendre ou copier. Un sculpteur a dû copier 300 ans plus tard une statue qu'il avait vue, qu'il avait été faite au 15e ou 14e. Il dit tiens, mais voilà, ça c'était un ancêtre très connu, on va le faire dans le même style. Et donc c'est une forme qui s'est continuée à travers les siècles et qui a été réutilisée, peut-être avec une signification différente. À votre droite, autre statue que vous pouvez aller voir qui est là-haut, hein, sur le balcon, qui est la statue Dogon par le maître de la maternité rouge. Alors ça, de nouveau, bon, vous savez, un de mes dadas, c'est dans l'art africain d'essayer d'identifier des mains de maître. C'est-à-dire qu'en histoire de l'art, vous savez, l'art africain n'est ni daté ni signé, donc tout était anonyme. Et étant historien de l'art, je me dis, tiens, on peut faire comme ils ont fait à la Renaissance, après la Renaissance, ils ont voulu commencer à identifier les mains des grands artistes de la Renaissance, ils leur donnaient des noms de convention, le maître de Flémal, le maître de la Bambini, machin, etc. Donc avant de pouvoir parfois identifier qui était l'artiste, ils avaient des noms de convention. Alors pour l'art africain, il est tout aussi possible, en analysant 200, 300 statues, de voir des mains qui apparaissent par comparaison formelle. On dit bien, visiblement, celui qui a fait cette statue a dû voir celle-ci et celle-ci, non, c'est différent. Donc pour le maître de la maternité rouge, on connaît 4 autres statues qui sont vraiment identiques au niveau de la manière dont le visage est fait avec le petit labret. Vous voyez, ce qui est ici, c'est le labret qui est inséré dans la lèvre inférieure. Vous avez cette patine rouge-orangé, de nouveau, qui recouvre tout l'objet. Donc, est-ce que ces objets étaient aussi trempés dans des grandes jarres qui donnaient cette sorte de patine très croûteuse? Notez le geste très caractéristique avec une main fermée, une main ouverte. Et les 4 autres
de ce style-là. Il y en a un qui est au musée du Louvre, qui est la fameuse maternité Nico. Il y en a deux autres au Rydberg Museum, mais ils ont tous été récoltés par un marchand suisse qui s'appelait Emile Storer, qui a dû les trouver, à mon avis, dans un seul temple vers Douenza dans les années 50. Ah, alors oui. Alors là, on arrive dans les objets en bronze. Ça, c'est une chose assez fascinante. On aurait cru, bon, c'était des bons sculpteurs, des bons forgerons, et ils ont réussi à fondre dans le bronze, qui était un métal extrêmement rare à l'époque, des petits chefs-d'œuvre. Bon, c'est jamais de grande taille parce que le cuivre était un métal presque plus rare que l'or. Et là, vous avez deux statues. Vous avez le sceptre qui est juste là derrière et la statue que je trouve absolument fantastique sur la gauche, qui est un pendentif. Et ce que vous voyez là, c'est visiblement une terre cuite, parce que bon, on ne sait pas dater le bronze, on sait voir un petit peu comment la patine, on peut un peu évoluer, faire une évolution sur la base de la patine, mais on n'a pas de méthode comme pour la terre cuite ou le bois. Mais on voit que la gestuelle est exactement la même que la gestuelle en terre cuite Djenné Djenno, dont je vous ai montré par exemple celle de la Fondation Ménil. Donc on est vraiment dans du gestuel classiquement Djenné, avec les grandes mains, les yeux exorbités, la petite coiffure. On a fait un petit peu quelques analyses sur les bronzes. Alors certains ont plus de zinc, ils ont plus d'étain. On ne sait pas trop bien d'où venait le cuivre natif, mais bon, ils ont quand même réussi à faire ce sceptre à droite est tout à fait étonnant. On représente de nouveau un personnage avec sur son bras un poignard. Il tient une sorte de sceptre. Il a un énorme bijou qui était probablement une sorte de cristal de roche autour du cou. Il a une coiffure remarquable. Il a une barbe, mais à mon avis, peut-être une barbe potiche, un peu comme les pharaons égyptiens, qui mettaient lorsqu'il allait, je ne sais pas moi, dans des cérémonies. On en connaît deux. Il y en a un au Métropolitain et celui-ci. Il est sur un long sceptre en fer. Donc, c'est un travail de forge remarquable. Et je trouve que comme objet en bronze, ça fait partie des meilleures réalisations des forgerons de cette région. Alors, ici, vous avez également un petit objet qui est ici en haut, qui est un personnage agenouillé. Et vous voyez bien, il a d'abord les grandes mains, il tient aussi une sorte de sceptre. Et vous voyez ces grandes oreilles un peu à la Mickey Mouse, que l'on retrouve exactement ici. Alors là, il tient une sorte d'éventail. Donc c'est une terre cuite, de nouveau avec une position, un genou agenouillé, l'autre assis. Et on en connaît en terre cuite 3 de ce site. Alors, quels étaient les liens entre le potier ou la potière qui a fait cette terre cuite et le forgeron? Ça, on n'est encore qu'au début de notre connaissance sur ce sujet, mais c'est vraiment comment dirais-je, des recherches passionnantes, parce que bon, ça, c'est pas très grand, 9 cm, 34 cm. Est-ce que c'était des sortes d'autels miniatures qui prenaient, comme nous, on a une médaille, hein, on prend une petite médaille pour se protéger, est-ce que vous prenez ça? Toutes les hypothèses sont possibles. On a besoin d'autres personnes qui puissent réfléchir à l'utilisation de ces objets, mais je les trouve assez fascinants. Pour moi, cette civilisation Djenné Djenno, hein, c'est un petit peu pour l'Afrique ce qu'est la civilisation Olmec pour l'Amérique centrale, hein, une des civilisations mères de l'Afrique. C'est un don d'un fleuve, hein, le Niger, comme pour l'Égypte, il y a le Nil, évidemment. Pour la Mésopotamie, on avait aussi le Tigre et l'Euphrate. Donc on est vraiment dans une très grande civilisation qui est au même niveau que les grandes civilisations mondiales. Et le seul équivalent en Afrique, en dehors de l'Égypte, serait évidemment les cultures d'Ifé et de Bénin, qui ont produit aussi des œuvres d'art à la fois en bronze et en terre cuite, dont l'ancienneté est contemporaine de l'art du Mali. Donc, pour moi, l'art du Mali reste une sorte de référence qui peut montrer la profondeur historique, ce que des gens, dans une situation qui était, bon,
peut-être pas aussi facile qu'en Europe. On produit un art, mais d'une variété, d'une sophistication à la fois en bois, en terre cuite et en bronze, qui ressort maintenant et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on le publie, qu'on l'étudie plus. Voilà.